On a préféré, avec l'armée de M. Ouattara, parce qu'il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a un candidat qui s'appelle M. Ouattara, qui avait une armée. Qui avait une armée. Vous avez vu ça où dans le monde entier? Un candidat qui a une armée. Et un candidat dont l'armée a bouclé tout le nord du pays dont lui il vient. Il faut dire que les pressions étaient très fortes dans la mesure où les conditions n'étaient pas du tout réunies, puisque la partie nord et la partie ouest étaient encore sous le contrôle exclusif des rebelles. Les rebelles qui bénéficiaient maintenant pratiquement de camps militaires, puisque dans le programme de reconstruction, il y a eu des camps militaires qui ont été réhabilités et les rebelles ont été cantonnés dans ces camps-là, enfin une bonne partie. Et donc ils avaient non seulement leur propre camp, mais ils avaient leur propre armement, leur propre équipement. Et donc le désarmement qui devait avoir lieu pour sécuriser l'ensemble des élections n'a pas eu lieu. Et le redéploiement complet de l'administration n'a pas suivi, dans la mesure où même les préfets, les sous-préfets qui avaient été affectés étaient sous le contrôle des commandants des zones, qui étaient encore très actifs. Donc tous ces éléments-là montraient que les conditions n'étaient pas réunies. Mais les bailleurs de fonds avaient fait comprendre clairement au président Laurent Gbagbo que tant qu'il n'y a pas les élections, eh bien, il ne faut pas qu'il espère la réduction de la dette et donc les moyens pour financer le développement. Et donc ces pressions subtiles sur le plan, disons, de la mobilisation des moyens et du processus PPTE ont abouti, en plus des pressions diplomatiques, c'est-à-dire les résolutions de l'ONU, l'action des différents diplomates occidentaux, etc., etc. Toutes ces pressions-là ont conduit à l'organisation des élections dans des conditions qu'on connaît. Je l'ai peu connu finalement, beaucoup moins que certains de mes amis socialistes. Je l'ai revu ensuite à deux reprises au moment de la préparation de l'élection présidentielle, où je suis allé à Abidjan 2 fois pour le voir longuement. Dans cette préparation, il m'a fait état des trucages, des fraudes qui se préparaient dans le Nord en particulier. Il m'a donné 2 énormes dossiers que j'ai ramenés à Paris, où on voyait que dans l'établissement des listes électorales, il y avait des fraudes monumentales. J'ai transmis ces dossiers à la fois au Parti socialiste et à des avocats. Je ne sais pas très bien ce que c'est devenu. Dans mes conversations à Abidjan, j'avais aussi dit à Laurent Gbagbo, cher président, il faut faire des élections. Il m'avait dit oui, et je lui avais dit le plus vite possible. Et il m'avait dit oui, mais il y a 2 obstacles. Les fraudes sont massives dans l'organisation du scrutin au Nord, et deuxièmement, beaucoup de gens, en particulier dans le Nord, sont armés, les milices de M. Soro, et donc il y a 2 problèmes à résoudre. Finalement, il a fait les élections, mais ces problèmes n'étaient pas entièrement résolus. Le problème de la zone Nord, c'est qu'il n'y avait plus d'organisation administrative et qu'il était extrêmement difficile de vouloir faire comprendre aux responsables des forces nouvelles, Guillaume Soro en premier d'ailleurs, que si on voulait des élections démocratiques, il fallait que toute la population ait accès à ça. Mais comme les bandes armées des forces nouvelles avaient pillé à peu près tout ce qui représentait l'administration, toutes les autorités officielles, on arrivait à trouver effectivement dans le marché de Bouaké des beignets emballés dans des extraits de naissance. Et comme en plus derrière la fameuse notion d'ivoirité, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire vont pouvoir être identifiés comme citoyens ivoiriens, évidemment, ce n'était pas très intéressant pour les forces nouvelles, parce qu'on sait bien que beaucoup de forces nouvelles venaient du Burkina Faso, ou d'autres pays, ou du Libéria, ou du Mali. Et donc, c'était aussi le moyen, en écrasant toute forme d'administration, de semer un petit peu le désordre et la zizanie, et de continuer de persévérer
une instabilité chronique, militaire, sécuritaire, dans toute la moitié nord du pays. Ce deuxième tour a eu lieu le 28 novembre 2010. Et ce deuxième tour, pendant la période de campagne électorale et surtout le jour du scrutin, a été émaillé de beaucoup d'incidents. À titre d'exemple, dans 500 bureaux de vote, sur les 22 000 bureaux de vote à peu près qu'il y avait au niveau national, le représentant du candidat Laurent Gbagbo, qui était propriétaire et dépositaire d'un mandat légal de représentation du candidat, mandat qui lui a été délivré par la Direction nationale des campagnes dans 500 bureaux de vote. Même ce représentant du candidat Laurent Gbagbo n'a pas pu prendre part au vote. Et je rappelle qu'au premier tour, on n'avait pas une telle situation. Ça voudrait dire qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, le représentant du candidat Laurent Gbagbo, qui avait voté pour lui au premier tour, n'a pas voté pour lui au deuxième tour. Comprenez que c'est un peu difficile à comprendre, mais en réalité, ça veut dire que les gens ont été purement et simplement chassés des bureaux de vote. Ils ont été molestés, ils ont été frappés, les voitures calcinées et certains malheureusement sont décédés. Et cela essentiellement dans la zone qui était occupée par la rébellion et qu'on appelait la zone CNO, la zone centre, nord et ouest. Je sors de là, j'arrive dans un village qu'on appelle Lou. Ce sont aussi les représentants qui pourchassent ma voiture pour dire ah, il ne faut plus tenir parce qu'il y a trop de menaces. Les rebelles sont déjà passés plus de 2-3 fois. C'est difficile quand on ne voit pas pour nous laisser. On fait voter même des gens qui ne voient pas. Il y a certains qui viennent avec des cartes d'entrée, on dit non, c'est pour maman, mais ma grand-mère, elle ne voit pas clair. Ils viennent, on leur sourit à voter. En tout cas, les règles ne sont pas du tout respectées. Ils venaient avec leur grand-mère ou bien seulement? Ils ne venaient même plus pas avec leur grand-mère. Il prend au moins 10 extraits de naissance ou bien les cartes d'entrée comme il veut, quelles que soient les pièces. Il arrive, il dit, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il est chez UDPC. On l'autorise à voter à la place de tout cela. Parce qu'on dit non, il ne voyait pas clair, bien ça n'a pas marché. Et on ne cherche même pas à savoir si ces personnes existent. Donc nos représentants n'avaient pas le droit de contester. Sinon, on vient t'enlever automatiquement et puis bon, peut-être si tu as la chance, tu peux vivre et puis te rencontrer un jour où tu es blessé. Ou bien ben, on ne te voit plus. Ça, c'est l'environnement qu'a vécu effectivement les représentants de Laurent Gbagbo dans les bureaux de vote. Précisément ce que je peux témoigner dans le département de Séguéla qui englobe en même temps Kani. Séguéla, Kani, Sifié, Orofla. Ce sont les sous-préfectures en fait. Donc, dans ces deux villages, à Séguéla ville même, c'était presque la même chose. Dans tous la majorité, 92% des bureaux de vote, c'était vraiment la même situation. Parce qu'à partir de midi, ils ont commencé à vider tous les représentants du FPI dans les bureaux de vote, qui nous rejoignaient à la direction de campagne pour dire bon, on les a chassés du bureau. Et les gens ont fait les déploiements en l'absence. Il y a certains qu'on les maintenait. Ça dépend du chef rebelle. Devant cette situation, qui était aussi illustrée par le fait que le jour du scrutin, à la fermeture des bureaux de vote, on a vu des personnes qui n'étaient pas mandatées pour cela à transporter des urnes. Le jour des élections, on a vu des gens voter en dehors de tout isoloir. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, beaucoup de gens ont eu leurs biens saccagés. Et ce que nous avons fait ce jour-là, conformément aux instructions du président Laurent Gbagbo, c'était de ne pas répondre à la provocation. Nous savons que la loi du talion existe, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous savons aussi ce que Gandhi a dit à ce propos. Gandhi a dit à ce propos, vous le savez, que si on veut appliquer la loi du talion, tout le monde serait alors édenté et tout le monde serait alors aveugle. Et nous n'avons pas voulu faire de la Côte d'Ivoire un pays où tout le monde serait édenté et où tout le monde serait aveugle. Nous n'avons donc pas réagi à toutes les provocations qui ont été faites ce jour-là. Mais nous n'avons pas croisé les bras non plus. Nous avons ce jour-là, 28 novembre, sur l'ensemble du territoire national, documenté toutes les situations d'irrégularité aux élections.
nous avons photographié toutes les victimes. Nous avons enregistré leurs témoignages. Nous avons récolté leurs rapports médicaux. Nous avons collecté les ordonnances qui ont été payées pour eux et nous avons constitué un dossier que nous avons présenté le jour même des élections à M. Choi, à ses bureaux à l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Sur l'instruction du président Laurent Gbagbo, j'ai moi-même conduit une délégation de la Direction nationale des campagnes pour aller présenter tous ces documents à M. Choi, accompagné d'une lettre que nous lui avons remise pour attirer son attention sur ce qui s'était passé en réalité sur le terrain, afin que toute décision éventuelle qu'il prendrait soit une décision éclairée et une décision objective. Malheureusement, ce qui s'est passé par la suite nous montre bien que ces indications et ces informations n'ont pas été prises en considération par l'ONUCI. Mais ce sont ces mêmes documents qui ont été utilisés par le président Laurent Gbagbo pour faire 5 réclamations au Conseil constitutionnel le même jour, le même 1er décembre, pour que le Conseil constitutionnel puisse regarder, disons, ces plaintes et prendre les décisions idoines. Je rappelle aussi que ces réclamations portaient sur 7 départements. Le département de Boaké, où nous avons remarqué qu'à peu près 100 000 voix ont été ajoutées pour le compte du candidat du RDR sur la fiche de dépouillement officielle que la CEI a produite. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le nombre de gens qui sont inscrits, le nombre de gens qui ont voté, vous remarquez qu'à peu près il y a 94 000 voix qui viennent, on ne sait pas d'où, qui ont été ajoutées au candidat du RDR pour qu'il ait donc à peu près 100 000 voix de Boissou, comme on dit chez nous. Nous avons également porté réclamation sur les terres des élections à Sakassou, à Katiola, à Dabakala, à Korogo, à Ferké et à Bundjali. L'ensemble des réclamations portait sur à peu près 800 000 voix. Le Conseil constitutionnel a statué et a jugé les requêtes recevables sur un total d'à peu près 500 000 voix. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a ôté sa méthode d'autosaisine qui a été utilisée donc pour annuler les élections aussi dans d'autres régions. Et je ne reviens même pas sur les conditions et les circonstances dans lesquelles le résultat provisoire du deuxième tour a été proclamé par le président de la CEI, parce que tout le monde sait que c'est un résultat qui a été donné hors délai. Il a été donné le 1er décembre, c'est-à-dire le 4e jour des élections. Il n'a pas été donné dans le siège de l'institution qu'est la CEI. Il n'a pas été préalablement, les résultats n'ont pas été préalablement validés par l'ensemble des commissaires, la trentaine de commissaires, et parmi lesquels, je vous rappelle, il y a les représentants des candidats. Moi, j'étais le représentant du candidat Laurent Gbagbo auprès de la CEI pour la consolidation des résultats. J'avais été invité par le président de la CEI au regard des textes pour être présent au moment de la consolidation et la proclamation des résultats provisoires. Donc, j'étais dans la cour, les membres de la commission sont arrivés, ils étaient dans la salle, et puis le président de la CEI est venu 30 minutes après, au moment où on s'attendait à ce qu'il intègre la salle de réunion pour commencer les travaux. On l'a vu ressortir et il n'est plus revenu. Nous étions dans la salle quand on nous a appelé que sur France 24, une chaîne de télévision française, le président de la CEI était en train de proclamer un résultat. Disons, était en train de dire des chiffres. Parce que jusqu'à présent, les chiffres proclamés par le président de la CEI ne sont pas les résultats provisoires de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les résultats provisoires sont proclamés par la CEI au siège de l'institution, en présence des 30 membres de la commission centrale et des représentants des candidats. Les chiffres énoncés à l'hôtel du Golfe ne sont que des chiffres qu'une personne, président de la CEI, a énoncés devant une caméra étrangère. Avoir été moi-même membre de la CEI pendant longtemps, je voudrais dire très sincèrement ceci. Je souhaite qu'on fasse un distinguo, mais net, entre la personne de Youssouf Bakayoko
et la CEI. Que voulez-vous dire? La CEI a compilé les résultats. Je veux parler de la dernière séquence qui est importante, le deuxième tour. Les résultats sont venus. Nous avions 19 résultats régionaux à valider. Nous avons de façon consensuelle validé 14 résultats. Il restait donc 5 résultats. Ces résultats étaient difficiles à valider parce que il y a un groupe qui disait mais c'est les chiffres qu'on doit additionner. Il y a d'autres qui disaient mais le PV, sous le PV, il est dit qu'il y a eu fusillade. Et sur ce PV, il y a plus d'électeurs que d'inscrits. Donc le résultat de ce PV est faux. Et l'autre groupe dit non, on met le résultat. De toute façon, c'est un résultat provisoire, on le met. On dit non. Il y a eu donc ce débat qui nous a amenés au-delà de minuit. À mon avis, la CEI a joué son rôle sur ce point. On est au-delà de minuit, de par la loi, nous sommes fort clos. Et la CEI avait donc, les membres de la CEI, nous avions rendez-vous avec M. Youssouf Bakayoko le lendemain pour rédiger le PV de forclusion. Donc jusque-là, c'est dans la procédure normale. Lorsque, nous, par surprise, alors que nous l'attendions au siège de la CEI, nous surprenons à le découvrir à la télévision, dans une télévision au Golfe, en train de lire des chiffres. Là aussi, je voudrais rectifier. Et les gens disent, le président de la CEI a donné des résultats. Non, M. Youssouf Bakayoko a lu des chiffres. C'est différent. Toi, Bamba, tu peux aller lire des chiffres. Si tu as une télévision ou bien, comment vous appelez vos réseaux sociaux là, tu peux aller lire des chiffres. Mais la CEI n'a pas lu de résultats. C'est M. Youssouf Bakayoko qui allait dire des chiffres dans un lieu inapproprié. Et d'ailleurs, je voulais informer que nous avons un protocole interne pour que la CEI donne ses résultats. Nous avons un protocole interne que j'ai ici. L'autre protocole dit que pour donner les résultats, il faut que les 31 membres de la commission centrale soient autour du président de la CEI qui lit les résultats. Vous avez pu voir que M. Youssouf Bakayoko était plutôt entouré de militaires et pas au siège de la CEI. Le président du Conseil constitutionnel avait fait une déclaration à la télévision pour constater la forclusion de la commission électorale indépendante, pour se saisir du dossier et pour rassurer les Ivoiriens que dans les délais qui lui sont impartis, les résultats définitifs vont être proclamés. Et le lendemain, le 2, il a donc proclamé les résultats définitifs qui donnaient Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% des voix. On avait donc 2 présidents, entre guillemets. Et ce qui a été vraiment le plus surprenant, c'est que le Conseil constitutionnel chez nous, comme dans beaucoup de pays, est le juge suprême des élections. Et nulle part ailleurs jusqu'à maintenant, on avait vu que les délibérations du juge suprême des élections sont mises en cause. Parce que finalement, ça revient à mettre en cause la souveraineté de l'État. On avait vu auparavant des contestations d'élections en Haïti, en Afghanistan. Et pour avancer dans la paix, le président Laurent Gbagbo a dit « recomptons les voix ». Ce qui avait déjà été fait en Haïti, ce qui avait été fait partiellement en Afghanistan également. Et qui avait permis à ces pays d'avoir des présidents sans qu'il y ait la guerre. Je suis parti du doute selon lequel le président Gbagbo demandait qu'on recompte les voix. L'ensemble de la communauté internationale était contre lui. Les médias également. Donc pour moi, si le président Gbagbo avait perdu les élections et qu'à partir du moment où il avait toutes
toute la communauté internationale contre lui et que lui, il proposait qu'on recompte les voix, je ne voyais pas où était le problème. Pourquoi on ne voulait pas compter les voix, y compris en présence des caméras, même si ça ne se faisait pas à ce moment-là, ils auraient demandé exceptionnellement de faire venir toutes les caméras du monde entier pour compter les voix devant les caméras de télévision et humilier le président Gbagbo s'il a perdu les élections, mais dans le cas où il a gagné, eh bien, de le rétablir dans ses fonctions. Dès que le président Gbagbo a demandé le recomptage des voix, le même jour, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, déclare que le recomptage des voix serait une injustice faite à M. Alassane Ouattara. Ce qui était attendu de lui, c'était d'appeler les différents membres, de s'asseoir et de chercher une solution au problème qui s'était posé. Il ne l'a pas fait. Yoon Jin-choi savait dans quel délai devait intervenir la proclamation des résultats provisoires par la CEI. 3 jours, selon les textes. Cela n'a pas été observé. Yoon Jin-choi savait donc que la CEI était hors délai pour proclamer un quelconque résultat provisoire. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Yoon Jin-choi, alors que le président de la CEI, qui a été incapable de donner les résultats dans les délais légaux, est allé au quartier général du candidat Alassane Ouattara pour proclamer des résultats tirés on ne sait d'où. Puisque ces résultats, jusqu'à aujourd'hui, ne sont fondés sur aucun procès verbal régulier de la Commission électorale indépendante. Rappelez que les élections ont été supervisées par un certain nombre d'observateurs qui étaient venus de différentes structures. L'Union africaine avait une délégation qui était dirigée par le Premier ministre Kofi Go, et la société civile africaine avait plusieurs organisations qui avaient envoyé des observateurs. L'Union européenne avait envoyé ses observateurs. Il y avait en tout 5 groupes d'observateurs qui ont quadrillé la plupart des bureaux de vote le jour des élections et qui ont fait des déclarations de presse en guise de rapport à la fin de leur mission. Aussi bien l'Union africaine que la société civile africaine, que le commissaire pour la coordination des experts électoraux africains, que les émissaires pour la promotion des élections crédibles en Afrique et l'Union africaine, toutes ces organisations ont dit que les élections au deuxième tour n'étaient pas crédibles et qu'il appartenait aux autorités ivoiriennes de prendre les mesures idoines dans ce cas d'espèce. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Donc malheureusement, l'Union européenne, dont des délégués ont été molestés pendant les élections, qui ont même dû affréter un avion pour aller les chercher, a dans sa déclaration dit que tout s'était très bien passé. C'est quand même un peu curieux, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Et ça amène à nous poser des questions sur quelles étaient certaines intentions. Imaginons même que certains aient pu penser que les officiers ivoiriens étaient partiaux. Mais il se trouve que l'Union africaine a constaté également les mêmes fraudes. Et dans le rapport de l'Union africaine, on va encore plus loin parce qu'on constate qu'il y a des gens qui ont été violentés, qu'il y a eu des massacres de population, et qu'il y a eu les massacres des représentants ou des gens qui venaient voter pour le président Gbagbo, et qu'en plus, il y a eu des femmes qui ont été violées. Bon, alors, on s'est retrouvé devant une situation qui était non seulement une situation d'illégalité du point de vue du processus électoral, donc des élections, et on s'est retrouvé devant une situation délictueuse du point de vue du droit pénal ivoirien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est assez surprenant qu'on n'ait jamais diligenté des poursuites contre les gens issus ou proches de la rébellion qui ont commis des viols pendant le processus électoral ou qui ont
massacré des gens ou qui ont brutalisé les gens pendant le processus électoral, et que même après, la communauté internationale ne se soit jamais intéressée à ces actes criminels qui, à mon avis, auraient mérité au moins des poursuites sur le plan international. Donc, il y a eu une négation totale du droit ivoirien et du droit international dans le cadre de ce processus électoral, dans le cadre de ces élections présidentielles. Il faut savoir que dans le dépouillement, il y avait deux systèmes de dépouillement. Il y avait le dépouillement électronique, où les procès-verbaux étaient scannés directement depuis le bureau de vote et étaient recueillis dans un centre informatique. Et donc les informations étaient rentrées dans l'ordinateur et en fonction des critères de validité, l'ordinateur retenait ou rejetait le procès-verbal si ça respectait les normes. Eh bien, on avait constaté d'emblée, dès le premier jour du décompte électronique, que près de 2000 procès-verbaux étaient des faux procès-verbaux. C'est-à-dire, soit il n'y avait pas de sticker, parce que pour authentifier un procès-verbal, il faut un sticker qui est donné par l'administration électorale et qui permet de dire que ce procès-verbal-là est authentique. Ben, il y avait des milliers de procès-verbaux sans sticker. Ça veut dire que c'est des faux procès-verbaux qui ont été introduits dans le système. Il y avait aussi des résultats aberrants où le nombre de votants était largement supérieur au nombre d'électeurs. Et il y avait des cas même ridicules où même les représentants supposés du président Gbagbo n'ont même pas voté pour Laurent Gbagbo. Donc il y avait tellement de cas d'aberration que lorsque le dépouillement a commencé, et bien sûr les régions sud, il n'y avait eu aucun problème. Je vais vous faire remarquer que sur les 19 régions, il y a 14 régions dans le sud qui comportent 80% de l'électorat. Et vous avez 5 régions dans le nord et dans l'ouest qui comportent à peu près 20% de l'électorat. Mais sur les 80% de l'électorat, il n'y a eu aucun problème. Les dépouillements ont été faits, les procès-verbaux ont été validés et les résultats ont été consolidés. Mais sur les 5 autres régions, à partir de Bouaké jusque dans le nord, c'était impossible, compte tenu de l'ampleur de la fraude. Et donc la commission électorale indépendante n'a pas pu obtenir des résultats provisoires au terme des 3 jours légaux qui lui sont consacrés pour le décompte des voix. Et même au niveau du comptage électronique, eh bien, il n'y a que 60% des procès-verbaux qui ont été acceptés par, disons, l'ordinateur comme valables. Les 40 autres pourcents étaient des cas litigieux qu'il fallait, je dirais, envoyer pour examiner si c'était acceptable ou pas en commission électorale. Donc, lorsqu'on regarde le résultat du comptage manuel pour les 14 régions consolidées par tous les membres de la commission électorale indépendante, Gbagbo Laurent était en tête. Le comptage électronique, Gbagbo Laurent était en tête. Et c'est ces deux résultats-là, comptage électronique, comptage manuel, qui, au terme des 3 jours légaux de la commission électorale indépendante, ont été transmis au Conseil constitutionnel pour avis et validation, pour donner le résultat définitif. Donc, vous ne pouvez pas trouver dans l'administration un document officiel annonçant le résultat qui a été annoncé au QG de M. Ouattara et qui a été repris par la presse internationale. Le comptage électronique, lui, il s'en fichait. Si le procès verbal venait du nord ou de l'ouest, le comptage électronique, il prend tous les PV, on fait rentrer avec des critères bien définis. Si c'est acceptable, c'est oui. Si ce n'est pas acceptable, c'est non. C'est ce que je dis, on ne l'a jamais laissé gouverner parce qu'on n'a jamais voulu qu'il applique son programme. Il avait un programme, enfin, on a dû vous en parler, l'assurance, la maladie universelle, l'assurance maladie, l'AMU universelle, l'école gratuite, le développement, la décentralisation, la responsabilisation des collectivités locales, la nouvelle politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, la politique des grands travaux. Mais vous savez, Nicoletta, c'est-à-dire que on ne prend que les 2 ou 3 dernières années de Gbagbo, mais il faut saisir que pendant de 2002, 2003 à 2006, 2007, c'était la guerre. C'est-à-dire que c'était terrible. Tout était absorbé, malheureusement, par les moyens de se défendre, les moyens militaires, financièrement parlant.
D'accord, il fallait absolument l'empêcher de bouger, d'agir et a fortiori de mettre en œuvre son programme. Quoi de mieux que de déstabiliser la Côte d'Ivoire? Et quoi de mieux ensuite de l'évincer en disant, vous voyez, on l'évince, il est parti, il faut qu'il parte, parce qu'il a été désavoué par le corps électoral. Alors tout le monde sait que ce désaveu du corps électoral, malheureusement, n'est pas confirmé, et il aurait été sans doute beaucoup plus solide, cet argument, si on avait procédé, qui était un minimum, à ce fameux recomptage, puisque les Nations Unies avaient tous les bulletins de vote. C'était pas compliqué, on l'a fait en Haïti, on l'a fait aux États-Unis d'Amérique. On a recompté. Vous vous souvenez pour l'élection présidentielle américaine? Le président de la CEI, comme je l'ai indiqué, s'est retrouvé dans le QG du candidat de RHDP à donner des chiffres dont lui seul sait d'où ils proviennent. Mais la CEI ne s'est pas réunie pour statuer sur le résultat définitif, sortir un procès verbal, bureau de vote par bureau de vote, département par département, région par région, pour qu'on puisse comprendre d'où sont venus les chiffres que le président de la CEI a proclamés tout seul. Les seuls résultats que nous avons, c'est ceux qui ont été donnés par le président du Conseil constitutionnel lorsqu'il a fini de regarder les requêtes en annulation et il a donné des résultats par département. Et c'est ça qui nous permet d'être convaincus que Laurent Gbagbo a effectivement gagné les élections. La deuxième chose, dans le cadre des anomalies, le bilan que nous avons fait, c'est que dans 2200 bureaux de vote, sur les 20 073 bureaux de vote qui couvraient l'ensemble du pays, donc dans 2200 bureaux de vote, sur les procès verbaux, il y a eu des anomalies. Ça fait 10% de l'ensemble des bureaux de vote. Alors, les anomalies sont de différents ordres. Le plus souvent, c'est le nombre d'inscrits qui est inférieur au nombre de votants. Quelquefois, c'est les signatures qui ne sont pas les mêmes, de la même personne. Quelquefois, c'est l'absence totale de signatures. Toutes sortes d'anomalies qui n'ont pu se faire que parce qu'on a chassé les représentants du candidat Laurent Gbagbo des bureaux de vote avec l'aide des forces qui étaient censées sécuriser les élections pour laisser libre cours au candidat du RHDP et qui, je rappelle, la commission électorale indépendante, sur la trentaine de membres qui la constituent, le président Laurent Gbagbo n'avait que 6 membres. La commission électorale, finalement, au niveau central, et au niveau décentralisé, étant entièrement contrôlé par l'opposition. Lorsque les candidats, les représentants de Laurent Gbagbo ont été chassés, évidemment, c'était libre cours à toutes sortes de fraudes que nous avons recensées et qui nous ont permis donc de demander en annulation les résultats de certaines élections. Il a violé la constitution ivoirienne à laquelle, selon les textes de la certification, il est soumis. Et la constitution ivoirienne donne compétence au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats définitifs. 1. Young Jin Choi n'aurait pas dû certifier avant que le Conseil constitutionnel ne donne les résultats définitifs. 2. Les résultats définitifs étant donnés, Young Jin Choi devrait dire si les résultats du Conseil constitutionnel sont contestés, il devrait faire le constat et chercher à régler, conformément à son mandat, le problème créé par cette contestation. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a certifié, il a persisté dans cette certification, et c'est ainsi que nous avons eu droit à 2 proclamations. Une autoproclamation de victoire par Alassane Ouattara sur la base des faux résultats proclamés par le président de la CEI dans les conditions indiquées, et les résultats proclamés officiellement par le Conseil constitutionnel donnant la victoire au président Laurent. Donc l'ensemble des étapes du déroulement du scrutin doivent être certifiées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le secrétaire général des Nations Unies ou son représentant en Côte d'Ivoire devrait dire que les résultats provisoires énoncés par le président de la CEI ne sont pas les résultats provisoires parce qu'ils n'ont pas été proclamés au siège de l'institution. Ils n'ont pas été proclamés en présence des 30 autres membres de la commission centrale.
Ils n'ont pas été proclamés en présence des représentants des candidats. Donc la procédure de publication des résultats provisoires n'ayant pas été respectée, je ne certifie pas l'étape de la proclamation des résultats provisoires. Voilà en quoi cette certification pose problème et il est bon de dire, je me souviens que le président de l'Angola, à l'époque, avait même demandé qu'on puisse poursuivre Young Jin Choi, parce que c'est lui qui est la vraie cause de la crise post-électorale. Le rapport Kadio Didi, qui a été mis en place pour enquêter sur les suspicions de violation, a indiqué que les auteurs de la crise ne sont pas à rechercher ailleurs, en dehors du président de la CEI et de Young Jin Choi, qui sont à la base d'une certification qui a servi de base à tout ce qui s'est passé par la suite. Donc voilà, si vous voulez, comment, de façon, j'allais dire, importante, l'ONU, à travers son représentant spécial, a manipulé les élections, n'est-ce pas, pour aboutir à l'imposition d'Alassane Ouattara comme président. Le niveau de fraude a été énorme. Et ce n'est pas tellement le soutien à un homme, le soutien à Laurent Gbagbo qui m'a guidé. J'avais de la sympathie pour lui, mais ce qui m'a guidé ensuite, c'est le fait que les élections ont été manifestement truquées et que la communauté internationale, comme on dit à tort d'ailleurs, en particulier la France a dit c'est réglé, allons-y, y compris par la force pour imposer ce résultat électoral. Que je regarde la crise dite post-électorale telle qu'elle s'est déroulée, et comme le disait le président Laurent Gbagbo lui-même, on ne peut pas comprendre pour un simple contentieux électoral dans un pays, des armées étrangères puissent s'engager et faire la guerre à un pays. Les forces de défense et de sécurité n'ont été en situation d'attaque. Elles ont été constamment attaquées, à la fois sur la ligne de front, qui a été érigée depuis 2002-2003, et sur le système de défense de la ville d'Abidjan, qui a été éprouvé jusqu'à ce que les rebelles arrivent et puissent prendre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si vous voulez, la France-Afrique, bien sûr, apparaît dans tous les domaines. Cette politique néocoloniale, elle est toujours présente, hein. Moins forte qu'elle l'était, inévitablement, plus de 50 ans après les indépendances, mais c'est l'esprit qui reste. Dans tous les domaines, économiques, financiers, politiques, les votes aux Nations Unies, et plein de choses de ce genre. Ceci étant sur le plan militaire aussi, sauf que sur le plan militaire désormais, tout cela est placé sous l'égide des organisations internationales. Et alors quand je dis organisation internationale, bien sûr c'est l'ONU qui est le chef, comme on dit, du commandement international. Mais derrière cela, il y a les organisations régionales. Et là, la France aussi a une influence. La CEDEAO, pardonnez-moi l'expression, c'est une organisation bidon. Il y a le Nigeria, Goodluck Jonathan, il était partout, présent, parce qu'il voulait être candidat, être comment dirais-je, élu. Donc il avait besoin, dans une élection où il y avait 100 morts par jour, il avait besoin de l'Occident qui le légitimerait après l'élection présidentielle l'année dernière. Et puis les autres, attendez, Blaise Compaoré qui est faiseur de paix, attendez, faiseur de démocratie, c'est grave. Voilà un monsieur qui est depuis 25 ans au pouvoir, et à qui on demande d'aller régler les problèmes de démocratie au Mali. Et lui qui était censé régler les problèmes de démocratie électorale en Côte d'Ivoire, alors qu'il a mis le feu, c'est le pyromane à qui on demande de se transformer en pompier. Le président Blaise Compaoré du Burkina Faso était aussi médiateur de la crise ivoirienne. Donc voilà un médiateur, un ancien médiateur de la crise ivoirienne qui, au moment où les Ivoiriens sont en difficulté pour obtenir le résultat de l'élection présidentielle, ou en tout cas où on a une discussion ou un débat sur qui a gagné, qui a perdu les élections, l'ancien médiateur appelle le président français Nicolas Sarkozy, lui écrit une lettre
lui demandant d'intervenir militairement contre le président démocratiquement élu, qui est M. Gbagbo. Et il prend position pour Alassane Ouattara, qui fut burkinabé, puisqu'il était burkinabé. Et j'ai interprété cela comme un acte d'ingérence politique extrêmement grave dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal qu'un chef d'État africain, de surcroît membre de la CEDEAO, appelle la France pour qu'elle intervienne dans un conflit politique électoral de son voisin. Demander qu'on aille renverser M. Gbagbo, qui est en conflit électoral avec Alassane Ouattara, je ne trouvais pas ça ni très démocratique, ni très élégant de la part d'un ancien médiateur de la crise ivoirienne. La deuxième chose, c'est que la lettre qui va être adressée maintenant par M. Sarkozy le 25 février 2011 à M. Goodluck Jonathan, donc le président du Nigeria qui est à la tête de la CEDEAO, c'est pour lui dire qu'effectivement, la France est en train de prendre toutes les dispositions pour faire partir le président Gbagbo du pouvoir. Et on n'est plus dans un débat sur les élections, on est dans un débat sur la volonté de renverser un régime. Et il ajoute dans sa lettre, et c'est très intéressant, que ce dossier ivoirien, qui n'est pas très bien compris par le président sud-africain Jacob Zuma, doit faire l'objet de l'envoi d'un émissaire auprès de Zuma pour lui expliquer exactement ce qui se passe. Mais l'Afrique du Sud est impliquée dans la crise ivoirienne en 2004 par l'intermédiaire du président Thabo Mbeki qui a été médiateur. Et donc, si l'Afrique du Sud est impliquée dans la gestion de la crise ivoirienne, ça signifie que l'Afrique du Sud, en tout cas par les rapports diplomatiques qui sont mis à la disposition du président Zuma et par les éléments des services de renseignement sud-africains qui ont suivi cette crise, et surtout les laboratoires sud-africains ont effectivement rédigé des rapports sur le bombardement, les tirs de l'hôtel Ivoire. Donc le président Zuma a il a plusieurs sources à travers son pays pour comprendre exactement ce qui se passe dans la crise ivoirienne. Donc il n'a pas besoin à ce moment-là d'un émissaire de M. Sarkozy pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est très étonnant de constater que le président Sarkozy, lui, considère que le président Zuma n'a rien compris à la crise ivoirienne. Et donc, comme il n'a rien compris, on va lui envoyer un émissaire français qui viendra lui expliquer, alors que le président Zuma a plusieurs Sud-Africains qui sont impliqués, soit comme médiateurs, soit comme experts dans le dossier sud-africain, dans le dossier de Côte d'Ivoire. Donc, cette lettre, pour moi, a été, si vous voulez, caractéristique de ce qui était le projet politique de M. Sarkozy, mais ça reflétait encore aussi l'état d'esprit du travail en duo que faisait Blaise Compaoré avec le président Sarkozy et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ces lettres, pour moi, démontrent très clairement qu'on n'était pas du tout dans une bataille post-électorale. Depuis le début, on était dans une volonté de renverser un régime. Donc, il fallait trouver le bon moment, le bon prétexte et les bons arguments pour pouvoir renverser le régime. Et donc, le bon moment, c'était les élections. Le bon prétexte, c'était le vote, qu'il fallait absolument que les élections se tiennent même sous un pays occupé, coupé en deux. Et le bon argument, c'était que, eh bien, ce n'était pas M. Gbagbo qui avait gagné les élections, c'était M. Alassane Ouattara, même si personne n'a voulu examiner ce qui s'est passé exactement dans le Nord en matière de fraude électorale. Donc on avait tous les ingrédients réunis
pour exécuter un coup d'État sans que les gens aient la possibilité de contester le coup d'État. Parce que c'est de ça qu'il était question. Et très peu de gens se sont retrouvés, parce qu'une fois que ça a été fait, la presse s'est mobilisée derrière l'argument de l'usurpation des élections par le président Gbagbo. Et donc, il n'y avait plus personne pour dire, avant de parler de ça, examinons avec précision tout ce qui s'est passé pendant les élections. Donc, le débat sur les fraudes électorales, sur les viols, sur l'exclusion des représentants d'un des partis, donc les représentants de la majorité présidentielle, et le fait que la rébellion n'a pas voulu désarmer jusqu'au moment des élections, tout ce débat-là a été complètement écarté pour ne parler précisément que du fait que M. Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ça a été un travail remarquable du point de vue de la manipulation médiatique, et ça a été un travail tout à fait extraordinaire de la part de Nicolas Sarkozy, qui a obtenu un changement de régime dans la brutalité et la violence sans que les dirigeants africains aient eu leur mot à dire dans la gestion de ce dossier. Ou en tout cas, les dirigeants africains qui se sont prononcés, notamment M. Compaoré ou M. Goodluck Jonathan, se sont exprimés pour soutenir le coup d'État qui avait été décidé par Nicolas Sarkozy.